La choucroute. Comme Dickens disait tout en squeers, je dis tout en buire, quand je songe à l'étrange aventure qui fut mienne. C'est par buire qu'elle commence, par lui qu'elle s'est achevée. Je le considère comme ami parce que je perds rarement une de nos vastes parties d'échecs, qu'il essaye toujours de mettre agréable par de menus et fréquents services. Peut-être aussi parce qu'il y a, entre nous, au premier abord, une certaine ressemblance physique, depuis qu'il porte un borsalino à très large bord et qu'il fume une pipe bulldog de marque écossaise. Nous avons d'ailleurs des goûts communs, par exemple pour la choucroute, le vin des côtes rôties et le tabac de Hollande. Buire est originaire du Cotentin, vieux pays de France qui fournit, paraît-il, à la joaillerie française le plus grand nombre de courtiers. Aussi est-il employé chez Wilfred Browey, firme très honorablement connue. Au dernier nouvel an, ses patrons lui ont donné une prime appréciable et un abonnement sur tout le réseau ferroviaire. Il empocha l'argent avec plaisir, mais l'abonnement lui ouvrit un ciel de félicité sans nombre. Savez-vous comment je passe ma journée de congé hebdomadaire ? Me dit-il en rougissant de bonheur. Je vais à la gare, je prends place dans le premier train venu, sans me soucier de la destination, et je descends selon mon caprice. De cette façon, je contente à peu de frais et sans perdre de temps mon insatiable désir d'inconnu. Je trouvais l'idée heureuse, tout en ne cachant pas que je l'enviais quelque peu. Enfant, il me prenait souvent une fantaisie nomade qui me faisait marcher toujours droit, tout droit devant moi, espérant vaguement atteindre des horizons inconnus et prestigieux. Un jour, je vous prêterai mon abonnement, promit-il. Aucun contrôleur ne pourrait découvrir la petite supercherie, puisque nous nous ressemblons comme des frères. Il tint sa promesse. Tout au long de la journée, j'hésitais à me servir de la précieuse carte d'embarquement. Puis, entre chien et loup, je me décidai brusquement. Le temps était sombre et les gares étaient mal éclairées. Je choisis un obscur train de banlieue, un sale petit tortillard blotti au long d'une voie en cul-de-sac. Et je m'installai sur des coussins de serge bleu, sous le regard fuyant d'une lampe à gasoline. Au moment où le train sifflait et où les freins débloqués hurlaient, un bonhomme chargé de paquets sauta sur le marchepied. Je lui tendis une main secourable et, une fois installé en face de moi, le dos à la direction du convoi, il m'exprima sa reconnaissance. C'était un homme jovial et bavard, et je retenus son discours. « C'est la fête chez mes voisins, les Cliffoirs. Un nom bien drôle, n'est-il pas vrai ? C'est ainsi que dans mon pays on appelle les sarbacanes avec lesquels s'amusent les enfants. Mais Clifford ou Sarbacane, ce sont des bien braves gens, qui fêtent aujourd'hui leur noce d'argent, parfaitement. J'apporte des pâtisseries, des tartes meringuées, des religieuses, des carrés aux pistaches. Entre nous, je crains pour les meringues qui m'ont paru fragiles, mais tout fera farine au moulin, car nous sommes entre vieux amis. Il y aura un vol au vent aux crevettes, un gigot, un poulet aux olives. Je souris et l'homme me devient sympathique, car il venait de citer 3 plats dont je raffole. Pour moi, continua-t-il, je me serais contenté d'une ordinaire mais bonne choucroute, avec des saucisses, du lard, des tranches de porc rissolées. Je bâillais doucement, non d'ennui, car j'adore parler cuisine, mais d'une faim brusquement venue. Je fais grand cas d'une choucroute bien conditionnée. La suite de la conversation ne comporta guère un changement de sujet. Nous établîmes un parallèle entre les choucroutes d'Alsace et celles d'Allemagne, puis entre celles servies en Ardennes, garnies de jambonneau, et celles présentées en spécialité autrichienne avec des saucisses à la chipolata. Sur ces entrefaites, le train qui avait déjà fait d'assez nombreuses haltes ralentit de nouveau et je me levai. « Je descends ici, bien du plaisir, monsieur, et au revoir !» Je lui tendis la main. Il la retint avec force. Et je vis que son gros et cordial visage avait soudainement blêmi. « Ce n'est pas possible, balbutia-t-il. Vous ne pouvez pas descendre. Pas descendre ici. Mais si, adieu. J'avais ouvert la portière et sauté sur le quai. Il fit un geste inutile et, à ce qui me semblait, désespéré pour me retenir. Vous ne pouvez pas descendre ici !» hurla-t-il. Le train se remettait en marche. Je vis le visage de mon compagnon de route se coller, tordu d'angoisse contre la vitre de la portière. Le train prit de l'allure et ne fut plus qu'une ombre fuyante piquée d'un œil flamboyant de cyclope. J'étais seul sur le quai, d'une gare affreusement quelconque, aux lumières avares. Une sonnette, cachée dans une niche de bois, grelottait. Je jetai un regard distrait dans des locaux absolument vides et, sans avoir vu un percepteur de tickets ni un quelconque agent de contrôle, je débouchai sur une esplanade morne et complètement déserte. Or, à cette heure, une unique chose me préoccupait, celle de m'installer sur une banquette de restaurant et de commander une choucroute.
Mon ami d'une heure et ses gourmands propos avaient fait naître en moi un féroce appétit dont je m'étonnais moi-même. Une rue s'allongeait devant moi, longue, interminable, tout en ombre et chichement étoilée de réverbères à flammes bleues. Il faisait froid, il bruinait. La nuit semblait peser à même les pigeons et les toits. Je ne vis aucun passant et nulle part la clarté accueillante d'une vitrine marchande, ni même, tout au long de cette énorme artère, bordée de hautes et noires maisons, une fenêtre éclairée et trouant de rose la nuit alentour. « Je me demande où je suis » murmurai-je, regrettant déjà l'aventure selon Burin. Et tout à coup, je me trouvais face au Havre de Grâce. Une baie cintrée, ternie de buée, mais claire, laissant entrevoir des contours flous de tables, de glace et d'un comptoir confortablement garni. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais la banquette était large, étendue de chaudes peluches rouges, et sur le comptoir flambait un double arc-en-ciel de bouteilles. « Hola ! Quelqu'un ?» Il me semblait que ma voix portait loin, fameusement loin, s'achevant dans de vastes profondeurs en longue résonance. Monsieur désire? L'étrange bonhomme, je ne l'avais ni vu ni entendu venir, il s'était dressé devant ma table comme surgi d'une trappe. Il avait un curieux visage blanc, décati de clown, à la bouche mince et rentrante, aux yeux tapis derrière un rempart de bourrelets graisseux. Une bonne choucroute, s'il y a un moyen d'en avoir une. Certainement, monsieur. Je ne vis partir ni revenir le serveur, du moins je ne m'en souviens guère. Mais la choucroute se trouva placée sur la table, énorme, splendide, dressée sur un gigantesque plat d'étain frotté, bardé de lard épais, étayé de saucisses dorées, flanqué de puissantes tranches de jambon et de rôti. Tout à coup, avant que j'y eusse porté ma fourchette, une haute flamme bleue s'en éleva. Nous servons toujours la choucroute flambée, spécialité de la maison. Je n'en revis pas le serveur, mais je m'écriai de bonne humeur. Qu'importe, elle ne pourra qu'en être meilleure. Et j'ajoutai, mais mentalement, une choucroute flambée. Voilà une recette bien nouvelle que je me promets de passer à buire. Pourtant, je n'en mangeais pas. Une chaleur terrible, formidable, se dégageait du pâle brasier et je dus reculer sur la banquette. J'appelai le garçon, mais il ne vint pas. Je quittai la table et, dépassant le comptoir, je poussai une porte qui devait s'ouvrir dans une arrière-salle. Ici commença la suite des étonnements sans nombre de cette soirée. L'arrière-salle était là, en effet, mais absolument vide et nue, comme une pièce d'une maison fraîchement bâtie, consciencieusement vidée par les déménageurs. J'allumai ma lampe de poche et décidai de pousser un peu plus loin mon exploration. Eh bien, je circulai un temps relativement long par une maison vide, déserte, inhabitée, sans trace de meubles ni même de présence ancienne. Je garde de mon origine anglo-saxonne une certaine dose d'humour, cette joie intérieure à froid qui s'extériorise mal, mais vous sert admirablement dans les circonstances les plus difficiles. Je n'en mangerai pas moins ma choucroute, me dis-je, et avec bien des chances de ne pas payer. Car en dépit de ce mystère, du vide et du silence, ma fringale ne s'apaisait pas, au contraire, je ne rêvais que de saucisses, lardons, côtelettes. Je retournai dans la salle de restaurant. Il faisait une chaleur torride et je ne pus approcher de la table. La flamme montait à présent jusqu'à mi-plafond, je voyais les saucisses, les magnifiques tranches de viande grasse, la colline ruisselante de la choucroute, la crème de la purée, les pommes de terre à travers un léger voile azuré, mais ardent, comme l'enfer même. Si je ne puis manger, je boirai, décidai-je en saisissant une bouteille de liqueur gredin. Elle était très lourde, solidement bouchée et capsulée. D'un geste rageur, je cognai le goulot contre le marbre du comptoir. La bouteille éclata en morceaux. Elle était de verre plein. Il en était même de toutes les autres, les jaunes, les transparentes, les verts, les azurines. Alors, la peur me poussa aux épaules et je m'enfuis. Je m'enfuis dans une cité horrible, noire, vide, silencieuse au-delà de toute comparaison. Je tirais des sonnettes, d'antiques pieds de biche accrochés à des chaînes forgées, appuyés sur des boutons électriques. Aucun son ne répondit à mon appel. J'avais égaré mon briquet et je n'avais pas d'allumette. Je grimpais sur un des hauts réverbères à flammes bleues. Elle répandait une chaleur atroce, et je ne pus y enflammer une cigarette. Je me battis avec des volets et des portes férocement obstinées. À la fin, une de ces dernières, plus fragile sans doute, céda. Savez-vous ce qu'il y avait derrière ? Un mur. Énorme, noir, massif comme un roc. Il en fut de même d'une autre, puis d'une autre encore. J'étais prisonnier d'une ville tout en façade, sans bruit et sans autre vie que celle des flammes bleues, épouvantablement ardentes et pourtant ne brûlant pas. C'est alors que je retrouvai la longue rue de la gare et revis le restaurant. Il n'était plus qu'un vaste brasier de feu lunaire,
La flamme de la choucroute flambée le consumait à présent. Je traversais en courant une fournaise immobile, poursuivi au long de ma course folle par une haleine centuplée de forge et de furie, et je revins à la gare. La sonnette tintait, un train se rangeait sagement le long du quai. Je me laissais tomber anéanti sur la banquette d'un coupé obscur. Ce ne fut qu'après un temps bien long, 1 heure peut-être, que je vis d'autres voyageurs l'occuper également. Ils dormaient. Ils descendirent à la gare avec moi, où le contrôleur ne jeta qu'un regard distrait sur la carte d'abonnement de Buire. Le lendemain, comme Buire venait me réclamer son abonnement, je ne lui soufflai mot de l'aventure, car je m'accusais d'un rêve ou d'une hallucination. Mais quand je tirai la carte de ma poche, un gros morceau de verre rouge tomba. C'était un tesson de la fameuse bouteille. Buire le ramassa. Je vis son visage se tordre curieusement. « Dites donc !» s'écria-t-il en tournant le morceau de verre entre ses mains. « Et bien quoi ?» Il me regarda longuement, les yeux ronds, la lippe pendante, image de la plus complète hébétude. « Puis-je emporter cela ?» balbutia-t-il. « Oh, n'ayez aucune crainte, je vous le rendrai tel quel, mais je voudrais... faites, répondis-je avec indifférence. Il me le rapporta le soir même, il était très nerveux. Je l'ai montré à Wilfer et Browes. Ce sont des gens très discrets, soyez-en convaincus. Je leur ai dit que votre grand-père avait passé quelques années aux Indes. Et vous n'avez pas menti, dis-je en riant. C'était même un fameux chenapan, à en croire feu mon père et mes oncles. Tant mieux, dit-il, tout à coup rasseréné. Je me sens très mal, excusez-moi, mais revenons-en à notre affaire. Nous avons donc une affaire en cours ? Je l'espère bien, s'écria Buire. Wilfer et Browet disent que ce n'est pas très vendable, ils n'ont jamais rien vu de pareil. Et surtout, l'étrange forme irrégulière les intrigue. Qu'importe, il faudra le couper en 4, peut-être en 6, et cela en diminuera fortement la valeur. Bref, il vous offre 1 million de votre rubis. Ah ? Fis-je, et je gardai un long silence. Buire devint de plus en plus nerveux. Allons, j'enfonce jeu. Il vous en offre 2 millions. Mais n'espérez pas en obtenir davantage, sinon ce serait trop réduire ma commission et elle ne sera pas énorme si l'on vous donne 2 millions. Et comme je me taisais toujours, il cria. Et surtout ne l'oubliez pas, personne ne vous posera jamais de questions. Tard dans la nuit, il m'apportait un volumineux paquet. 2000 grands billets. Si j'avais mis en pièces et pris un large morceau de la blanche carafe de Kummel, j'aurais eu un diamant digne des trésors de Golconde à offrir à Wilfers et Browes. Si je m'en étais pris au flacon de chartreuse ou de menthe verte, c'est une émeraude comme jamais n'en connu Pizarre que j'aurais emporté. Mais je n'y songe guère. Je pense à la choucroute, et je meurs de regret de ne pas y avoir goûté. Je la revois sans cesse, elle hante mes jours et mes nuits. En vain, je la réclame, aux cuisines les plus réputées, des plats géants où s'entassent les plus riches viandes pimentées. Dès la première bouchée, tous mes cendres et poussières, et d'un geste là, je renvoie le chef-d'œuvre gourmand au traiteur désespéré. J'ai imploré les choucroutes les plus fastueuses de Strasbourg, de Luxembourg, de Vienne. Et je suis parti, la nausée aux lèvres, criant mon dégoût et ma désespérance. Et j'ai tourné le dos à Buire. Ce n'est plus mon ami.